J'ai toujours pensé que notre appartement dans le 15e était plus que 4 murs et des meubles Ikea. C'était notre refuge. Camille disait que j'étais attentif aux détails, que j'avais l'œil pour l'ordre. J'aimais quand tout était à sa place. Le café du matin à la même heure, les factures payées avant l'échéance, les fleurs du balcon arrosées tous les 2 jours. Ce n'était pas une obsession. C'était simplement du respect pour ce que nous avions construit ensemble. Jusqu'à ce soir de mars où, rentrant du travail sous la pluie, je l'ai trouvée dans la cuisine, les bras croisés, avec ce regard qui annonçait l'orage. Elle n'a même pas attendu que j'enlève ma veste. Tu sais ce que tu es? Obsédé par le contrôle. Tout doit être comme tu le décides. Le mot est resté suspendu entre nous comme une vitre brisée. Le contrôle. Moi? Le gars qui ne vérifiait jamais son téléphone, qui ne lui demandait pas où elle était quand elle rentrait tard de ses soirées entre copines, qui faisait confiance, parce que c'est comme ça qu'on fait confiance à la personne qu'on a épousée. J'ai essayé de discuter, mais elle m'avait déjà tourné le dos. J'ai entendu la porte de la chambre claquer. Je suis resté dans l'entrée, mes chaussures trempées, sentant quelque chose se fêler. Je n'ai pas crié. Je n'ai jamais été du genre à crier. Je suis allé à la cuisine, je me suis fait un thé, je me suis assis à table, et j'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais pas vues auparavant, ou que je ne voulais pas voir. Camille rentrait à la maison et prenait une douche immédiatement. Toujours. Son téléphone était posé écran vers le bas. Toujours. Et quand il sonnait, elle sortait sur le balcon, même les soirs frais, et parlait à mi-voix. Elle disait que c'était le travail, un nouveau projet, beaucoup de stress. Je la croyais. Pourquoi ne l'aurais-je pas cru? Une fois, elle a oublié son ordinateur portable sur la table. Il était ouvert, l'écran allumé. Je n'avais pas l'intention de fouiller, vraiment. Mais en passant à côté, j'ai vu une notification Messenger de Julien. Ce Julien de son travail, celui qui n'était aucun collègue, celui dont le nom revenait étrangement souvent dans ses histoires ces derniers temps. J'arrête pas de penser à hier, tu me manques. Mon cœur a frappé un coup, fort, comme s'il voulait sortir. J'ai relu. Et encore. Peut-être une blague? Un mauvais contexte? J'ai fait défiler vers le haut. Il y avait d'autres messages. Beaucoup d'autres. On se revoit quand? Il faut que je te voie. Il ne sait rien, hein? J'ai refermé l'ordinateur exactement comme il était. J'ai reculé. Je respirais court comme quelqu'un qui vient de voir un accident et ne peut détacher son regard du verre brisé sur l'asphalte. J'aurais pu exploser, entrer dans la chambre, la secouer, me mettre à hurler. Mais je ne l'ai pas fait, parce que ça n'aurait pas été moi. Et là, debout dans notre salon avec vue sur les toits du 15e, j'ai décidé que si je devais affronter ça, je le ferais différemment. Pas par des cris, pas par une scène, mais par la vérité, calme et implacable comme l'hiver. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et écrivez en commentaire ce que vous en pensez. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai fait comme si de rien n'était. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. Je proposais un film. Je l'embrassais pour lui dire bonne nuit, même si ses lèvres avaient le goût du mensonge. Et à l'intérieur, un silence grandissait, dense et lourd. Je savais que je devais en savoir plus. Pas par vengeance, pour comprendre, pour la justice. Parce que la personne qui t'aime n'appelle pas l'attention du contrôle. Et la personne qui trahit cherche toujours les mots pour te faire porter le chapeau. J'ai acheté un petit carnet à la Fnac au coin de notre rue. J'ai commencé à noter les heures, les dates, les lieux, les pièces du puzzle qui ne collaient en pas. 22 mars, sortie à 19h, rentrée à 23h30, a dit qu'elle était chez Agnès. Agnès a posté une story sur Instagram. Elle était chez elle avec son mari et ses enfants toute la soirée. Ce n'était pas de la filature, c'était la documentation d'un effondrement. Une semaine a passé. Camille est devenue étrangement gentille. Elle a fait un gâteau au chocolat, mon préféré, celui de la recette de sa grand-mère. Elle m'a demandé si tout allait bien, si quelque chose me tracassait. Elle me regardait dans les yeux avec une sollicitude si bien jouée que, pendant une seconde, j'ai failli la croire. « Tout va bien, chérie ?» ai-je répondu. Et c'était vrai. Tout commençait à aller bien. Parce que j'avais un plan. Un événement que je n'avais pas prévu s'est produit. C'était un vendredi fin avril. Un de ces soirs tièdes où Paris sent le lilas et où les gens restent en terrasse jusque tard. Je revenais des quais de Seine où je cours pour me vider la tête.
Mon téléphone a vibré. Un message de Camille. Je serai en retard, la formation se prolonge. Mais le problème, c'est que je l'avais vue 2 heures plus tôt. Par hasard. Je marchais dans le marais quand je l'ai aperçue de l'autre côté de la rue. Elle n'était pas seule. Elle marchait avec un homme, ils se tenaient la main, ils riaient. Julien. Ce devait être Julien. Ils sont entrés dans un petit restaurant italien de la rue des Archives, celui avec les rideaux rouges aux fenêtres. Je suis resté pétrifié. Les gens me bousculaient, râlaient que je bloquais le trottoir. Et moi, je regardais cette fenêtre, leur silhouette à travers le rideau. Je l'ai vu se pencher vers lui. Je les ai vus s'embrasser. Je ne suis pas entré. Je n'ai pas fait de scène. J'ai fait demi-tour et je suis rentré. En chemin, je me suis arrêté dans un petit café rue Oberkampf, celui qui fait le meilleur cappuccino du quartier. J'ai commandé un café, j'ai sorti mon carnet. J'ai écrit la date, l'heure, le lieu, la description. J'ai ajouté le nom du restaurant pour vérifier plus tard les réservations ou les paiements par carte. Parce que si elle avait payé avec notre compte commun, il y aurait une trace. La serveuse a apporté le café. Elle a souri. « Bonjour monsieur, tout va bien ?»« Oui », ai-je répondu. « Tout commence à aller bien. » Et c'était le cas. Car c'est dans le silence de ce café, la mousse de lait sur les lèvres et le carnet plein de faits, que j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le contrôle. Pas sur elle, pas sur la situation, mais sur moi, sur la suite, sur la façon dont cette histoire allait se terminer. Justice serait faite, calme, précise, irréversible. Les gens pensent que la trahison est un moment, un baiser, une nuit, désolé, c'était une erreur. Mais ce n'est pas vrai. La trahison, c'est une architecture. Ce sont des centaines de petits mensonges empilés les uns sur les autres, jusqu'à former un bâtiment si haut qu'on n'en voit plus le sommet. J'ai décidé d'arrêter de regarder en l'air. À la place, j'ai commencé à creuser les fondations. La première étape était de comprendre nos finances. Nous avions un compte commun pour l'appartement, les factures, les dépenses courantes. Camille avait aussi son compte personnel, où arrivait son salaire. Je n'ai jamais demandé ce qu'elle en faisait. Pourquoi l'aurais-je fait? J'avais confiance. Il fallait maintenant réparer cette erreur. Je me suis connecté à notre compte commun. J'ai commencé à éplucher les transactions des derniers mois. Et elles étaient là. Des paiements dans des restaurants dont elle ne m'avait jamais parlé. Villa Roma, dans le Marais. C'est là que je les avais vus. Mais il y en avait d'autres. Le Zango, près du canal Saint-Martin. Le Baron Rouge, à Bastille. Toujours les vendredis ou samedis, quand elle disait avoir des formations ou des soirées entre copines. Chaque transaction était une cuillère qui creusait un vide en moi. Mais je notais tout. Date, lieu, montant. Je me sentais comme un détective dans une mauvaise série. Sauf que c'était ma vie, mon argent, ma femme. Je savais que ça ne suffirait pas. Il m'en fallait plus. En mai, Camille est partie en conférence à Lyon. Pour 3 jours. Elle m'a fait au revoir de la main avec ce sourire artificiel qu'elle portait comme un masque ces derniers temps. J'ai attendu 1 heure après son départ. Puis j'ai fait quelque chose dont, aujourd'hui encore, je n'ai que très peu honte. J'ai ouvert son ordinateur portable. Je connaissais le mot de passe, elle me l'avait donné il y a longtemps, quand je devais vérifier une facture Internet. Elle ne l'avait jamais changé. Elle n'imaginait sans doute pas que j'aurais un jour une raison de l'utiliser. J'ai ouvert Messenger. Et là, le monde s'est arrêté. Les conversations avec Julien remontaient à des mois. Elles avaient commencé innocemment. « Salut, ça va le rapport? Merci pour l'aide sur la présentation. » Mais quelque part en janvier, le ton avait changé. Les emojis étaient apparus. Puis les compliments. Et puis, le reste. Je lisais, hypnotisé. Chaque message était un coup. « J'arrête pas de penser à toi. C'était merveilleux hier. Thomas ne sait rien, on peut se voir demain ?» Et puis cette phrase qui m'a fait voir rouge. « Je t'aime. Je sais que c'est fou. Mais je veux être avec toi. Vraiment. Je vais quitter Anne et tu le quitteras. » Il planifiait donc un avenir. Mon avenir, sans moi. J'ai fait des captures d'écran. De tout. Je ne pouvais pas imprimer. Le papier peut être trouvé, mais j'ai sauvegardé les fichiers sur un cloud. Un compte que Camille ne connaissait pas. J'ai créé un dossier que j'ai nommé avec la date de notre mariage. Quelle ironie. Abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire. Qu'auriez-vous fait à ma place? Le soir, j'ai reçu un SMS d'elle. Conférence ennuyeuse mais productive.
Tu me manques. Bisous. J'ai répondu. Toi aussi. Prends soin de toi. C'était plus facile que je ne le pensais. Mentir devenait naturel comme respirer. Quand elle est rentrée de Lyon, elle m'a rapporté une brioche aux pralines et une carte postale de la place Bellecour. Elle m'a embrassé sur la joue et m'a dit que c'était intense mais que ça valait le coup. J'ai hoché la tête, souri, lui ai caressé les cheveux. J'ai jeté la brioche à la poubelle dès qu'elle est allée prendre sa douche. J'ai gardé la carte postale. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être comme rappel que la trahison a l'odeur d'une pâtisserie, le goût d'un rire et l'apparence d'un carton coloré aux salutations hypocrites. Mais les découvertes ne s'arrêtèrent de pas au message. J'ai regardé ses emails. Il s'est avéré qu'en février, elle leur avait réservé un week-end à Chamonix. Un chalet avec vue sur les montagnes, formule romantique, 2 personnes. Paiement depuis son compte personnel, celui dont elle ne me parlait jamais en détail. Ce week-end-là, elle m'avait dit qu'elle allait voir sa mère à Lille, parce qu'elle ne se sentait pas bien. J'avais appelé ma belle-mère à l'époque pour savoir comment elle allait. Elle avait été surprise. « Bien Thomas, pourquoi? Camille ne t'a rien dit ?» Tous les fils commençaient à se nouer. J'avais les preuves. Assez pour aller la voir et tout lui jeter à la figure. Pour crier, pleurer, la mettre à la porte. Mais ça n'aurait pas été la fin. Ça n'aurait été que du bruit. Une scène, un drame qu'elle aurait utilisé contre moi. Tu vois? Tu es obsédé par le contrôle. Tu ne peux pas me pardonner une erreur. Non. J'ai décidé d'agir autrement. J'ai pris rendez-vous avec un avocat. Maître Jean Martin, un cabinet dans le 15e, spécialiste des affaires familiales. Je lui ai tout dit. Je lui ai montré les captures d'écran, les transactions, les dates. Il a écouté en silence, hochant la tête. « Vous avez un dossier solide », a-t-il dit finalement. « Si vous voulez divorcer, ce sera simple. La faute lui incombe. Le tribunal le verra. Mais je ne voulais pas seulement un divorce. Je voulais plus. Je voulais qu'elle comprenne ce qu'elle avait fait, que les conséquences ne touchent pas que moi. » Maître Martin a hoché la tête. « Je comprends. Nous allons préparer les documents. Partage des biens, séparation financière, tout selon la loi. Ne dites encore rien. Plus elle s'en rendra compte tard, mieux ce sera pour vous. » J'ai continué. J'ai vérifié le profil de Julien sur les réseaux sociaux. Il était marié. Anne, une jolie femme, brune, toujours souriante sur les photos. Ils avaient 2 enfants, un garçon et une fille. L'Instagram d'Anne était plein de photos de famille, de légendes du style « ma famille adorée » et de cœur. Elle ne savait pas, tout comme je n'avais pas su. Un instant, j'ai pensé que je devais le lui dire. Les femmes doivent se soutenir, non? Mais c'étaient ses affaires. J'avais assez des miennes. J'ai quand même noté ses coordonnées. Au cas où. Mi-mai, tout était prêt. J'avais un avocat, des preuves, un plan. Il ne restait qu'une chose, le moment. Je ne voulais pas que ce soit impulsif. Je ne voulais pas lui laisser la chance de manipuler, de pleurer, de supplier. Je voulais qu'elle soit complètement prise par surprise. Le soir, quand elle était allongée à côté de moi dans le lit et se tournait sur le côté, feignant de dormir, je restais les yeux ouverts, fixant le plafond. Je pensais à toutes les fois où nous avions parlé de l'avenir, où nous avions prévu des enfants, des vacances, nos vieux jours passés ensemble dans une maison de campagne. Et maintenant, tout cela n'était qu'un mensonge, du moins de son côté. Mais moi, je ne vivais plus dans le mensonge. Je vivais dans la vérité. Dure, froide, mais la vérité. Et bientôt, elle devrait le faire aussi. Juin est arrivé avec la chaleur et cette insouciance particulière du printemps parisien, quand les gens remplissent les parcs et les quais de Seine, comme si l'hiver n'avait jamais existé. Les rues sentaient la glace et l'essence et moi j'étais assis dans le bureau climatisé de Maître Martin, signant les documents qui changeaient tout. « C'est une demande de séparation », expliquait-il calmement, pointant les paragraphes. « Nous la déposerons dans 2 semaines, sauf si vous changez d'avis. J'ai aussi préparé une demande de mise sous séquestre des biens. Le compte commun sera gelé jusqu'au jugement. Vos fonds seront transférés sur le nouveau compte que vous avez ouvert. » J'ai hoché la tête. C'était comme regarder une carte avant une randonnée en montagne. Chaque étape planifiée, chaque sentier réfléchi. Je ressentais un calme étrange, inconnu depuis des mois. « Et l'appartement ?» ai-je demandé. « Le bail est aux 2 noms, mais vous payez la majorité du loyer, nous avons les preuves des virements. Si vous le souhaitez,
Nous pouvons demander l'expulsion, ou vous déménagez et vous louez quelque chose. C'est votre décision. J'ai réfléchi. L'appartement du 15e était le nôtre. Nos matins café, nos soirées films, nos disputes pour savoir où accrocher un tableau. Mais maintenant, ce n'était qu'un lieu où je prétendais que tout allait bien. Je vais déménager, ai-je dit. Je trouverai quelque chose pour moi, qu'elle le garde. Maître Martin a hoché la tête avec approbation. C'est noble, bien que d'un point de vue pratique. Je sais, l'ai-je coupé. Mais je ne veux pas me battre pour des meubles. Je veux me battre pour ce qui est important, pour la vérité, pour qu'elle ne s'en sorte pas en victime. Je comprends. L'étape suivante était plus difficile. Je devais couper nos finances sans éveiller les soupçons, du moins pas tout de suite. Camille vérifiait le compte rarement, mais elle le faisait. Si elle voyait soudain que tout mon argent avait disparu, elle poserait des questions. L'avocat m'a conseillé de le faire progressivement. Retirer de l'argent liquide, 1000, 2000 par semaine, que ça ressemble à des dépenses normales. Ou virer de petites sommes sur votre nouveau compte avec des libellés comme épargne, réserve. Rien de suspect. J'ai commencé. Chaque semaine, je retirais 2000 € au distributeur. Je les mettais dans une enveloppe au bureau. En un mois, j'avais réuni 10 000 €. C'était mes économies sur les primes de l'année dernière. L'argent que nous devions dépenser pour des vacances en Grèce. Maintenant, il allait payer ma liberté. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le pouce bleu et laissez un commentaire. Est-ce que je fais bien? Mais l'argent n'est pas tout. Je savais que je devrais le dire à ma famille. Mes parents, peut-être les siens, mais quand? J'ai décidé de commencer par mon frère. Michel vivait au Havre, travaillait au port, le genre de gars qui ne prétendait pas comprendre les émotions complexes, mais sur qui on pouvait toujours compter. On s'est donné rendez-vous pour une bière sur Skype, lui avec une Heineken, moi avec une 1664 devant l'ordinateur dans le salon vide, pendant que Camille était à une autre formation. « Vieux, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé direct. « Tu as l'air complètement crevé. » J'ai ri malgré moi. « Michel, il faut que je te dise un truc. » Il a écouté en silence. Il tenait sa bouteille, mais n'a pas bu une seule fois. Quand j'ai eu fini, il a posé sa bière et m'a regardé droit dans les yeux à travers l'écran. « Putain, Thomas, je suis désolé. Je sais. Et maintenant? Maintenant, je finis ce que j'ai commencé. J'ai juste besoin que tu saches. Si elle commence à appeler, à raconter sa version, je veux que tu saches la vérité. Bien sûr, je suis avec toi, frérot. Toujours. Ça suffisait. Avec mes parents, c'était plus dur. Maman avait toujours aimé Camille. Elle disait que c'était une fille géniale, qu'elle avait une bonne influence sur moi. Comment lui dire que cette fille géniale couchait avec un collègue depuis 6 mois? Maman allait s'effondrer. Et papa resterait silencieux, comme toujours quand il ne savait pas quoi dire. J'ai décidé de leur dire après les faits, quand tout serait certain, les documents signés, sans retour en arrière possible. Sinon, maman me supplierait de lui donner une deuxième chance, de pardonner, de sauver le mariage. Et je n'étais pas intéressé par le sauvetage de quelque chose qui avait déjà coulé. Mi-juin, j'ai trouvé un appartement. Un petit étroit, dans le 20e, de l'autre côté de la Seine. Ce n'était pas moderne, ce n'était pas le 15e, mais il avait quelque chose qui me manquait depuis des mois. Il était à moi. Juste à moi. Je l'ai loué pour 1 an, payé avec l'argent que j'avais mis de côté. Le propriétaire, un homme âgé avec des lunettes, m'a donné les clés et m'a dit « Soyez heureux ici ». J'essaierai. J'ai commencé à déménager mes affaires les week-ends, quand Camille avait été à ses sorties mystérieuses. Vêtements, livres, mes outils, rien d'énorme, rien dont l'absence se remarquerait. Je mettais tout dans des cartons Le Bon Coin et je prenais un taxi pour le 20e. 3 trajets, 3 cartons. C'était tout ce dont j'avais vraiment besoin. Parfois, je restais debout au milieu de ce nouvel appartement, dans le salon vide avec les fenêtres donnant sur l'est, et je regardais le soleil se lever sur les immeubles. Ça sentait la poussière et la peinture fraîche. Ça ne sentait pas son parfum. Ça ne sentait pas le mensonge. Un dimanche fin juin, Camille m'a demandé si tout allait bien. Nous étions sur le balcon, elle avec un verre de vin, moi avec un café, regardant les rues du 15e s'endormir dans la chaleur du soir. « Tu es absent ces derniers temps ?» a-t-elle dit en me regardant.
Le travail, ai-je répondu. Beaucoup de choses en ce moment. Je sais que c'est dur. Mais on sait l'un l'autre, non? On est ensemble. Elle m'a regardé avec cette expression suppliante, comme si elle cherchait la confirmation que tout était OK, que nous étions toujours nous. Et je regardais son visage. Ce même visage que j'avais aimé, embrassé, auquel j'avais fait confiance. Et je ne voyais qu'un masque. Oui, ai-je dit, on est ensemble. Mais je mentais, parce que nous n'existait plus. Peut-être n'avait-il jamais existé, du moins, pas sous la forme que j'imaginais. En juillet, tout était prêt. Le nouvel appartement meublé, l'avocat avec la demande prête, mes finances séparées, mon frère informé. J'avais les preuves, le plan, un endroit où aller. Il ne restait qu'une chose, le jour où je lui dirais. J'ai choisi le samedi 15 juillet, un matin ensoleillé, quand Paris dormait encore. Ce serait calme, ce serait lumineux. Il n'y aurait pas de place pour les ombres ou les excuses. Le vendredi soir, j'étais allongé à côté d'elle, regardant l'obscurité. J'entendais sa respiration régulière, calme comme si elle n'avait aucune culpabilité, aucun secret. Peut-être même qu'elle dormait bien, peut-être que les traîtres dorment toujours bien. Moi, je ne dormais plus depuis des semaines. Mais ça allait bientôt finir. Parce que demain, tout allait changer. Demain, la lumière entrerait dans la pièce et éclairerait chaque coin, chaque mensonge, chaque trahison. Et il n'y aurait plus d'échappatoire. Je me suis réveillé à 6 heures, bien que le réveil soit réglé pour 8 heures. La lumière du matin de juillet filtrait par la fente des rideaux, projetant une bande dorée sur le sol. Camille dormait tournée vers le mur, ses cheveux éparpillés sur l'oreiller. Un instant, elle a ressemblé à la fille que j'avais rencontrée 8 ans plus tôt à une soirée. Celle qui riait de mes blagues idiotes et disait que j'étais différent des autres mecs. Peut-être que je l'étais. Mais elle aussi était différente de ce que je pensais. Je me suis levé doucement, j'ai mis un jean et un t-shirt, j'ai fait du café, fort, sans sucre. Je me suis assis à la table de la cuisine avec l'enveloppe préparée la veille. À l'intérieur, les impressions, capture d'écran de Messenger, relevé des transactions de restaurant, confirmation de la réservation à Chamonix au nom de Julien, calendrier avec les dates de ses mensonges. Maître Martin m'avait conseillé de le faire. Les gens nient plus facilement les mots que les documents, avait-il dit. À 9 heures, Camille est entrée dans la cuisine en pyjama, bâillant. Elle a souri en me voyant. « Bonjour. Tu es levé tôt. Il le fallait. Il faut qu'on parle. » Quelque chose dans mon ton a effacé son sourire. Elle s'est versé un café et s'est assise en face de moi. Elle regardait l'enveloppe entre nous comme si elle pouvait exploser. « De quoi ?» demanda-t-elle prudemment. J'ai poussé l'enveloppe vers elle, sans la toucher, juste en la pointant. « Ouvre. Thomas, qu'est-ce que c'est ?» Ouvre Camille. Elle a pris l'enveloppe d'une main tremblante. Elle a sorti le premier papier, la conversation avec Julien. « Je t'aime. Je sais que c'est fou, mais je veux être avec toi. Vraiment. » J'ai vu son visage blêmir. J'ai vu qu'elle peinait à déglutir. « D'où tu sors ça ? Peu importe d'où. Ce qui compte, c'est que c'est vrai. N'est-ce pas ?» Elle se taisait. Elle tournait les pages. Transactions, dates, Chamonix. Tout y était, étalé comme une autopsie. « Thomas, ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai ri. Vraiment, j'ai ri, même si ce n'était pas drôle. « Ce n'est pas ce que je crois ? Camille, je suis ingénieur. Je travaille avec des données. Et ça, ce sont tes données, tes mensonges, ta trahison. On peut en parler, s'il te plaît. C'est compliqué. Compliqué. » J'ai répété le mot comme un écho. « Tu sais ce qui est compliqué ? Construire un pont, programmer un algorithme. Mais coucher avec un collègue pendant que ton mari pense que vous êtes heureux, c'est terriblement simple. Ça s'appelle une trahison. » Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Mais je n'ai ressenti aucune pitié. Pendant des mois, j'avais vu ces larmes dans le miroir, les miennes, dans un appartement vide, quand je pensais devenir fou. « Je suis désolé, » a-t-elle murmuré. « Thomas, je t'en supplie, je suis désolé. C'était une erreur, c'est fini, je peux réparer ça. » Réparer ? Je me suis levé. « Comment veux-tu réparer ça, Camille ? Remonter le temps ? Effacer tous ces mois où tu m'as menti droit dans les yeux ? Où tu couchais avec moi puis avec lui ? Comment putain veux-tu réparer ça ? Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et écrivez ce que vous en pensez. »
Elle s'est recroquevillée sur sa chaise. Je me sentais négligé. Tu étais toujours occupé par ton travail, tes habitudes, tout devait être parfait. Je n'avais pas de place là-dedans. Et voilà, le renversement de la culpabilité, sa spécialité. Donc c'est ma faute? Ai-je demandé calmement. Parce que j'étais trop ordonné? Parce que j'aimais que notre vie ait une structure? C'est ça ton excuse? Je ne dis pas que c'est de ta faute. Je dis que c'était difficile. Pour moi. Et pour moi? Tu crois que c'était facile? Me réveiller chaque jour à côté de quelqu'un qui ment? Prétendre que tout va bien pendant que mon mariage s'effondre? Tu savais? Elle m'a regardé, stupéfaite. Depuis quand? Depuis avril. Peut-être avant, inconsciemment. Mais depuis avril, c'est sûr. Et tu sais le pire? Ce n'est pas que tu me trompais, c'est que tu m'as accusé, que tu m'as traité d'obsédé par le contrôle pour couvrir ta propre faute. C'était de la manipulation, Camille. Et c'était abject. Elle a caché son visage dans ses mains. Ses épaules étaient secouées de sanglots. Mais je suis resté là à regarder. J'attendais qu'elle finisse, parce que le théâtre ne changeait pas les faits. Au bout d'un moment, elle a relevé la tête. Et maintenant? J'ai sorti la deuxième enveloppe de ma poche. C'est la demande de séparation. L'avocat la déposera la semaine prochaine. Notre compte commun sera gelé. Je déménage dans le 20e, j'ai déjà loué un appartement. Tu restes ici. Je paierai le loyer pour les 2 prochains mois, après, c'est ton problème. Tu ne peux pas juste partir. On doit parler, faire une thérapie, quelque chose. Une thérapie? J'ai secoué la tête. La thérapie, c'est pour les gens qui veulent réparer une relation. Je ne veux pas la réparer. Elle est morte. Depuis des mois. Je ne le savais juste pas. J'ai pris mes clés sur la table. Je reviendrai chercher le reste de mes affaires demain, quand tu seras au travail. Tu n'as pas besoin d'être là. Thomas, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Je me suis arrêté sur le seuil. Je me suis retourné et je l'ai regardé dans les yeux. Tu sais ce qui est drôle? C'est que tu me dises ça maintenant. Quand tout est perdu, quand il n'y a plus de retour en arrière. Tu m'aimais? Alors pourquoi tu ne l'as pas quitté? Pourquoi vous planifiez un avenir? Pourquoi tu lui écrivais que tu voulais enfin être heureuse? Comme si c'était moi qui te retenais prisonnière. Elle n'a pas répondu. Voilà, parce que ce n'était pas de l'amour, Camille. C'était du confort. J'étais confortable, stable, je payais les factures. Et lui, il était excitant, nouveau, interdit. Et tu l'as choisi. Tu n'as juste pas eu le courage de me le dire. Ce n'est pas ça. C'est exactement ça. Et tu sais quoi? Je n'ai plus envie d'écouter tes mensonges. Je suis sorti. J'ai fermé la porte doucement, sans la claquer, parce que la colère était une émotion que je n'avais plus. Il ne restait que la fatigue et le soulagement. Sur le palier, je me suis assis sur les marches. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait à tout rompre. Mais à l'intérieur, je sentais une étrange légèreté, comme si on m'avait enlevé un sac de 20 kilos. J'ai appelé Michel. Je l'ai fait. Et comment tu te sens? Je ne sais pas. Comme si j'avais sauté d'une falaise, mais que je n'avais pas encore atterri. Tu as atterri, frérot. Je crois en toi. Maintenant, continue d'avancer. Ne te retourne pas. J'ai raccroché et je me suis levé. Le soleil brillait par la fenêtre de la cage d'escalier, chaud et impitoyable. Les chaleurs de juillet ne pardonnaient pas. Mais moi non plus, je ne pardonnais plus. J'ai marché vers le 20e, vers ma nouvelle vie, vers un endroit où personne ne m'accuserait d'être qui je suis. Et je ne me suis pas retourné une seule fois. La première semaine après la confrontation, Camille a appelé 19 fois. Je n'ai pas décroché une seule fois. Elle a envoyé 47 messages. Je les compte, parce que quand on a trop de temps dans un appartement vide, on fait des choses étranges. Il commençait par « S'il te plaît, parlons », en passant par « Tu es cruel », jusqu'à « Tu as raison, je l'ai mérité ». Aucun ne méritait de réponse. Mais la vie avait sa façon de répondre pour moi. Le jeudi après notre conversation, j'ai rendu visite à mes parents. Ils vivaient à Versailles, dans une maison avec un jardin où mon père cultivait des tomates et ma mère nourrissait les chats du voisinage. On s'est assis dans la cuisine, la même où j'avais mangé pendant 20 ans avant de déménager. Mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Maman l'a vu tout de suite. Elle avait ce don. J'ai raconté. Tout. Maman pleurait doucement, essuyant ses larmes avec un torchon. Papa est resté silencieux, serrant la mâchoire.
Quand j'ai fini, il s'est levé et a posé sa main sur mon épaule. « Tu as bien fait de partir. On ne peut pas vivre dans le mensonge. » Maman a hoché la tête à travers ses larmes. J'ai toujours pensé qu'elle était si gentille, mais visiblement je ne la connaissais pas du tout. Personne ne la connaissait, maman, même pas moi. « Et sa famille ?» demanda papa. « Ses parents ?» Ils n'ont encore rien dit, mais ils vont devoir l'apprendre. Et ils l'ont appris, parce que Camille a appelé sa mère le dimanche, sanglotant que « Thomas m'a quitté. Madame Hélène, mon ex-belle-mère, m'a appelé le soir. Thomas, que se passe-t-il? Camille dit que vous vous séparez. C'est vrai. Mais pourquoi? Vous aviez l'air si heureux. » J'ai pris une profonde inspiration. Madame Hélène, Camille m'a trompé, depuis des mois, avec un collègue. J'ai des preuves. Et je n'ai pas l'intention d'en discuter ou de demander de la compréhension. C'est juste un fait. Silence. Un long silence. Je ne savais pas, dit-elle enfin. Elle ne me l'a pas dit. Elle m'a juste dit que vous vous étiez disputé. Parce que votre fille a un talent pour déformer la vérité. Mais on ne peut pas déformer les faits. Je suis désolé, Thomas. Vraiment. Moi aussi. J'ai raccroché et je me suis senti soulagé. Je n'avais plus à faire semblant. Plus à protéger sa réputation. La vérité commençait à vivre sa propre vie. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et donnez votre avis en commentaire. Mais les vraies conséquences ont commencé à son travail. Camille travaillait dans une boîte de conseil internationale à La Défense, un de ces immeubles de verre avec café gratuit à chaque coin. Julien travaillait dans le même département, comme son supérieur direct. Ce qui, selon le règlement de l'entreprise, était problématique si la relation n'avait pas été déclarée au RH. Maître Martin avait suggéré qu'il serait bon d'informer leur service du personnel. Pas par vengeance, avait-il précisé, mais comme un fait qui pourrait être pertinent dans le contexte du partage des biens. Car s'il était son supérieur et qu'elle recevait des primes ou des promotions, cela pourrait être un conflit d'intérêts. Il avait raison. J'ai envoyé un email, court, factuel, sans émotion. Au service de conformité, compliance. Madame, monsieur, je souhaite signaler une situation pouvant enfreindre la politique de l'entreprise concernant les relations entre employés. Mon épouse, Camille Novak, et son supérieur, Julien Zawadzki, entretiennent une relation amoureuse non déclarée, ce qui pourrait constituer un conflit d'intérêts. Je joins la documentation. Je n'ai pas eu besoin de joindre grand-chose. 2 messages ont suffi. Ceux où il planifiait des rencontres après le travail. Ceux où Julien écrivait qu'il avait arrangé le coup avec le chef pour qu'elle ait ce projet. La réponse est venue 3 jours plus tard. Poli, corporate, nous vous remercions pour votre signalement. L'affaire sera analysée conformément à nos procédures internes. Ce qui, en pratique, signifiait « Nous ouvrons une enquête interne ». Camille a appelé 1 semaine plus tard. Cette fois, j'ai décroché. « Qu'est-ce que tu as fait ?» hurlait-elle. « Les RH m'interrogent. Ils posent des questions sur Julien. Ils disent que c'est un conflit d'intérêts. » J'ai dit la vérité, ai-je répondu calmement. « C'est tout. Tu détruis ma carrière. » Je ne détruis rien. C'est toi qui l'as fait en décidant de coucher avec ton supérieur et de le cacher à ton employeur. Je n'ai fait que signaler un fait. Tu es un monstre. Peut-être. Ou peut-être que je ne suis juste plus un imbécile qui se laisse manipuler. Elle a raccroché. Elle n'a plus appelé. Mais les informations me parvenaient par d'autres biais. Michel connaissait quelqu'un qui travaillait dans la même boîte. Apparemment, les RH ont muté Camille dans un autre service. Julien a reçu un avertissement écrit. Sa femme, Anne, a fini par l'apprendre. Pas par Camille. Pas par moi. Par une collègue qui les avait vus ensemble au restaurant et l'a mentionné à la machine à café. La rumeur s'est répandue comme de l'huile. Vite. Impitoyablement. Anne a demandé le divorce en août. Je l'ai appris par Facebook. Elle a changé son statut en célibataire et a supprimé toutes les photos avec Julien. Je lui ai écrit un message. Court. Je suis désolé que vous traversiez cela. Je sais ce que c'est. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, soutien, information, je suis disponible. Elle a répondu 1 heure plus tard. Merci. J'espérais que ce ne soit pas vrai. Mais je crois que nous leur avons fait trop confiance tous les deux. C'est vrai. Comment vous en sortez-vous? Un jour à la fois. Mais ça va mieux, je vous le promets. Nous n'avons plus discuté. Ce n'était pas nécessaire. Elle avait sa vie à reconstruire. J'avais la mienne. Mais il y avait une étrange solidarité là-dedans.
2 personnes trahies par les mêmes personnes, se comprenant sans mots. En septembre, j'ai reçu un message d'une amie commune, Marthe. Elle nous connaissait depuis des années. Elle avait été témoin à notre mariage. Thomas, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis désolé. Camille m'a appelé. Elle a essayé de donner sa version. Mais je sais. Je l'ai vu avec lui en mai au parc Monceau. Je pensais que c'était un cousin ou quelque chose. Maintenant je sais que non. Pourquoi tu ne m'as rien dit à l'époque? Je n'étais pas sûr. Et je ne voulais pas créer de problème si je me trompais. Désolé. Tu n'as pas à l'être. Ce n'est pas ta faute. Je sais. Mais quand même. Comment tu tiens le coup? Mieux que je ne le pensais. J'ai un nouvel appart, une nouvelle routine. Ça va. Et c'était la vérité. L'appartement du 20e devenait lentement mon chez-moi. J'ai peint les murs en beige chaud, acheté des plantes, accroché quelques photos. Pas de notre vie commune, des nouvelles, de vacances dont je gardais un bon souvenir, avec ma famille, avec Michel au Havre. Le soir, je m'asseyais sur le balcon avec une bière et je regardais la Seine. On entendait les tramways, les rires de la cour voisine, parfois de la musique d'une fenêtre. La vie continuait, sans elle, sans mensonge, sans ce sentiment de marcher sur un champ de mine. Une dernière chose est arrivée. En octobre, Camille a écrit. La première fois depuis des semaines. Thomas, tu dois savoir, c'est fini avec Julien. Depuis longtemps. Ça ne valait pas ce que j'ai perdu. Je suis désolé. Vraiment désolé. J'ai lu et j'ai reposé le téléphone. J'aurais pu répondre, dire quelque chose d'intelligent, de vengeur, pour clore le sujet. Mais je ne l'ai pas fait, parce que cette histoire était déjà terminée pour moi. Le jour où j'ai quitté cet appartement du 15e. Et ces excuses étaient comme une lettre envoyée à une ancienne adresse. Elle n'est pas arrivée, et elle n'avait personne à qui parvenir. J'ai supprimé le message, et je suis retourné à ma soirée, à ma bière, à ma musique, à la vie qui commençait à avoir le goût de la liberté. Le premier jour où je me suis réveillé sans penser à elle, c'était en novembre. Je m'en souviens précisément, car ce matin-là, j'ai fait des crêpes. De simples crêpes au sucre, la recette de ma grand-mère, et je les ai mangées près de la fenêtre, regardant les rues du 20e s'éveiller. Je pensais que je devais acheter une nouvelle lampe pour la chambre, et que le soir j'allais boire une bière avec Michel, à rien d'autre. C'était une sensation étrange. Comme découvrir qu'un mal de dents que vous aviez depuis des mois s'était enfin arrêté. Pas immédiatement, pas de façon spectaculaire. Simplement, un jour, il n'était plus là. Le divorce a été finalisé en décembre. Maître Martin avait fait du bon travail. Le juge a regardé le dossier, les preuves, et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Camille. Le partage des biens fut équitable. J'ai récupéré mes économies, elle les siennes. Elle continuait de louer l'appartement du 15e, je restais dans le 20e. Sans enfant, sans crédit commun, tout est allé plus vite que dans beaucoup d'autres cas. Vous êtes un homme libre, m'a dit Maître Martin en me tendant le jugement. Officiellement. Merci pour tout. Il n'y a pas de quoi. Mais dites-moi honnêtement, vous sentez-vous libre? J'y ai pensé un instant. Je ne sais pas encore, mais je me sens plus léger. C'est un bon début. Je suis sorti du tribunal dans le froid après-midi parisien. Décembre était rude cette année-là. La neige crissait sous les chaussures. Les gens se dépêchèrent de rentrer chez eux, les sacs pleins d'achats de Noël. Je me suis arrêté à un kiosque et j'ai acheté un café dans un gobelet en carton. Je suis resté là à boire, regardant la ville. Il y avait quelque chose de symbolique, la fin d'un chapitre, le début d'un autre, que je n'avais pas encore écrit. J'ai passé les fêtes avec mes parents. Maman a fait du boudin blanc et des huîtres. Papa a installé un sapin. Petit parce que, pourquoi se fatiguer? On n'est que tous les deux. Michel est venu du Havre avec sa copine, Agathe, rencontrer l'été. Elle était sympa, riait fort et faisait de bons sandwichs. Je l'aimais bien. Le soir de Noël, à table, maman a levé son verre. À la famille, à ceux qui sont avec nous, et à ce que la nouvelle année ne soit que meilleure. À ce qui va mieux, a répété papa. Nous avons bu. Et c'était effectivement mieux. Pas parfait, pas sans tristesse, mais mieux. Après le dîner, Michel est sorti avec moi sur le balcon. On a fumé une cigarette, un truc qu'on faisait ensemble depuis le lycée, et on regardait le jardin couvert de neige. « Comment tu tiens le coup, vieux ?» demanda-t-il. « Bien, vraiment bien, on dirait. Et tu sais le meilleur ?
c'est que je ne regrette rien. Pas une seconde. De l'avoir quitté. De ne pas avoir essayé de réparer. Parce que ça aurait été une perte de temps. Parce que c'était une perte de temps, a-t-il approuvé. Les gens qui te trahissent ne méritent pas de seconde chance. Exactement. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et écrivez ce que vous auriez fait à ma place. En janvier, j'ai commencé à courir. Pas pour fuir mes pensées, elles n'étaient plus là. Mais pour sentir que mon corps fonctionnait encore, que je pouvais courir 5 kilomètres le long de la Seine et revenir fatigué, mais vivant. J'ai rencontré des gens. Un groupe de coureurs se retrouvait le samedi à 8 heures, peu importe le temps. Il y avait des développeurs, des enseignantes, des retraités. Personne ne posait de questions sur le passé. Seul comptait qui arriverait le premier au pont. En février, j'ai acheté une table. Solide, en chêne, d'occasion sur le Bon Coin. Un homme âgé l'a amenée dans une camionnette, je l'ai aidé à la monter au 3e étage. Elle était incroyablement lourde, mais magnifique. Je l'ai mise dans le salon et j'ai pensé, c'est ma table. Personne ne me l'a achetée, personne ne l'a choisie avec moi. Elle est à moi. J'ai aussi construit une étagère à livres, seule, avec des planches de chez Leroy Merlin, des vis et un niveau à bulles. Ça m'a pris tout le week-end, mais elle était parfaite. Droite, stable. Elle tenait ce que je voulais qu'elle tienne. La maison commençait à ressembler à une maison. En mars, j'ai croisé Camille. Par hasard. Dans le métro, à Châtelet. J'entrais, elle sortait. Nos regards se sont croisés. Elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée, sans cet éclat qu'elle avait autrefois. Pendant une seconde, nous sommes restés immobiles à nous regarder. Les gens nous dépassaient des deux côtés, en râlant que nous bloquions le passage. « Salut », dit-elle enfin. « Salut. Comment tu vas ? Bien. Et toi ? Ça va. Je travaille dans une nouvelle boîte, je recommence à zéro. C'est bien. » Silence. Gênant. Lourd. Thomas, je voulais m'excuser. Pour tout. Je sais que ça ne change pas grand-chose, mais... Tu as raison, l'ai-je coupé. Ça ne change pas grand-chose, mais j'accepte tes excuses. Elle a hoché la tête. J'ai vu des larmes dans ses yeux, mais je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas touché. Je n'ai pas dit « tout ira bien ». Au revoir Camille. Au revoir Thomas. Je suis monté dans la rame. Les portes se sont fermées entre nous. Le métro a démarré. Et moi, j'ai avancé, la laissant sur le quai, dans le passé, là où était sa place. Je suis rentré chez moi et je suis allé sur le balcon. Paris s'étendait devant moi, grise, bruyante, pleine de vie. Je faisais partie de cette vie. Je n'étais plus le mari de Camille. Je n'étais plus celui qui prétendait que tout allait bien. J'étais Thomas. Juste Thomas. Et ça suffisait. En avril, une nouvelle locataire a emménagé à côté. Anna, elle travaillait dans une maison d'édition. Elle avait un chat nommé Gaspard. On s'est rencontrés sur le palier, je l'aidais à porter des cartons. « Merci », dit-elle en souriant. Nouvelle dans le quartier. « Bienvenue, c'est bien ici. J'espère. » Parfois, elle passait emprunter du sucre ou demander où était la bonne boulangerie. Parfois, on s'asseyait sur les marches avec un café et on parlait de choses sans importance. Il n'y avait rien de romantique, pas encore. Mais il y avait quelque chose de bien, de léger, quelque chose qui ne faisait pas mal. Un soir de mai, je suis rentré du travail et je me suis arrêté devant la porte de mon appartement. La clé dans la main, le soleil se couchant derrière les immeubles, l'odeur du dîner venant des voisins. J'ai pensé au chemin parcouru, à tout ce que j'avais perdu, à tout ce que j'avais gagné. J'ai ouvert la porte, je suis entré, et je l'ai refermée derrière moi. Je ne l'ai pas claquée, pas avec fureur. Je l'ai fermée doucement, sûrement, comme on ferme la porte d'une maison où l'on se sent en sécurité. Et je l'ai ressentie. Enfin, cette sensation que je cherchais depuis des mois. La paix, une paix véritable, profonde, qui ne vient pas de l'oubli, mais du fait d'avoir tout remis à sa place, d'avoir laissé la justice suivre son cours, de ne pas avoir crié, détruit, de ne m'être pas vengé brutalement. J'ai simplement montré la vérité, et la vérité a fait le reste. Je n'ai pas pardonné, je n'ai pas oublié, mais je ne le portais plus non plus. Je l'ai déposé, comme on dépose un lourd sac à dos après une longue randonnée, et j'ai continué d'avancer, par cette porte qui enfin tenait droit, par ce seuil qui était le mien, vers la vie que j'avais reconstruite, vers une vie sans mensonge,
sans trahison, sans faux semblant, vers une vie qui était vraiment la mienne.